Voilà. Alors, nous sommes en direct. Bonjour. Mais attends, il n'y a pas... Bon, ça y est, Alexis, je crois qu'on va devoir recommencer dans 2 secondes parce que on attend que... Ah, Si, voilà, ça y est. Ça y est. Ça y est, ça y est. Bonjour Alexis. Bonjour. Écoute, donc je suis chez Alexis Mabille, dans son showroom haute couture, Galerie Vivienne. J'ai la chance d'être là aujourd'hui, dans ce lieu d'exception qui n'est pas ouvert à tout le monde. C'est ça, en robe à plumes. En robe à plumes, en robe Alexis, voilà. Vous verrez, on a fait des petites stories avant qu'on va poster tout à l'heure avec différents looks d'Alexis. Donc je suis ravie d'être là, merci Alexis. Moi aussi de te recevoir. Voilà. Et Alexis va nous raconter son parcours parce que c'est un parcours vraiment atypique. Il a plusieurs facettes, plusieurs cordes à son arc. Tu es avant tout designer d'haute couture. C'est ça. Mais tu as aussi styliste, designer. Je suis dans la mode depuis très longtemps. De la mode depuis très longtemps. Tu crées aussi des bijoux qu'on adore. Exactement. Voilà. Donc des magnifiques robes. Mais aussi, tu es très connu, enfin tu es devenu là, en tout cas dernièrement, très connu en tant qu'architecte d'intérieur, designer d'intérieur. C'est ça. Où tu... on va dire, tu construis un univers avec ton ADN pour des restaurants, Des appartements, des maisons, des hôtels. Voilà, donc je crois que tu as baigné dans la couture depuis tout petit. Alors dans la couture de manière technique. De la couture d'intérieur technique. Depuis tout petit. Voilà. Parce que je viens d'une famille où il y a pas mal de, on va dire, dans les générations précédentes d'artistes, de gens qui étaient très à l'aise avec leurs mains, qui faisaient de la peinture, de la couture... ou de l'architecture, ou en tout cas qui savaient bricoler, on va dire, et qui ont eu toujours cette passion. Et c'est vrai que petit, ça m'a complètement emmené dans cette histoire-là de vouloir m'exprimer par les mains. Et j'ai commencé à faire de la couture tout petit, vers 6-7 ans. À prendre des aiguilles, puis à monter des vêtements pour des poupées dans un premier temps, et pour mes peluches, et pour mes animaux, et puis très vite pour ma mère, mes sœurs. C'est ça, c'était une passion. J'imagine que tu as appris ça grâce à ta maman, ta grand-mère et tout ça. C'est quelque chose qui Alors, c'est eux qui m'ont appris à coudre, parce que naturellement, les femmes cousaient toutes à ce moment-là. Tout le monde, les hommes aussi d'ailleurs, parce qu'on apprenait à l'armée à coudre. Dans les écoles, il y avait toujours des cours de couture aussi. C'est vrai. Et il y avait des merceries et tout le monde avait une machine à coudre. C'est vrai. Il a beaucoup changé aujourd'hui. Mais et du coup, j'ai commencé à coudre comme ça, par plaisir de voir la mécanique de ça et de me dire j'ai envie de savoir faire. Et puis petit à petit, c'est devenu une passion. Et très vite, donc tu fais qu'est-ce qu'on fait après? On fait donc une école de mode. Alors après, pendant des années, moi j'ai fait mes écoles normales d'étudiants classiques. Étudiants classiques. En faisant de la couture, des costumes de théâtre pour l'école. J'avais des commandes aussi, parce que par bouche à oreille, comme je suis lyonnais, j'avais une petite clientèle qui commençait à se construire. Et puis un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Du coup, j'ai commencé à communiquer avec pas mal de designers à qui j'envoyais naïvement petites lettres, mais qui me répondaient finalement, comme Christian Lacroix, et qui m'ont drivé sur l'école de la chambre syndicale. Qui m'ont vraiment motivé dans cette idée de faire de la mode, puisque finalement, quand on a 13 ou 14 ans, envoyer une lettre à quelqu'un comme Christian Lacroix qui vous dit « Ah bah super, tes dessins, c'est super joli, donc il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Très beau compliment. C'est très motivant. Venant de Christian Lacroix, c'était une super motivation. Oui, que moi je ne connaissais pas du tout. Tu avais quel âge, toi? J'avais 13 ou 14 ans. Ah ouais, tu étais très très jeune. Donc naïvement, j'ai envoyé mes petits dessins et tout. Et en fait, dans les maisons, tout le monde m'a un peu répondu. Et la maison Lacroix et la maison Ritchie m'ont un peu boosté en m'offrant des stages, en m'invitant au défilé, etc. Alors que donc je venais de Lyon pour aller voir les défilés. Ouais, c'est quand même... couture, ce qui était pas trop mal. C'est ça. Et puis c'est que tu étais certainement plus doué qu'un autre si tu as fait déjà ton premier stage chez Nina Ricci, je pense, non? C'est ça? Mon premier stage chez Nina Ricci à la couture, ouais. Mais c'est vrai que c'était peut-être ce rapport d'enfants et du métier qui peut-être les surprenait aussi à ce moment-là. Et puis c'est vrai que j'étais très motivé, j'avais très envie de ça, etc. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon premier stage chez Nina Ricci, c'était extraordinaire. J'ai passé plusieurs mois à la haute couture. Quelle belle maison aussi. À travailler avec la difficulté de l'acte, parce que moi je n'avais pas de formation professionnelle à ce moment-là. T'apprenais, comme on dit, t'apprenais sur le tas. Sur le tas, avec des dames qui sont là depuis 60 ans. Des vraies couturières. Qui font des kilomètres d'ourlet dans de la mousseline. Ouais. Qui sont très difficiles, parce que forcément quand on travaille sur des robes comme ça, il ne faut pas se planter. Ah non. Donc c'est vrai que j'ai vraiment appris la pression et la délicatesse du travail de par ces expériences avant de commencer mes études en fait. Voilà, donc on parle de haute couture, ce qui est quand même agréable parce que ça manque de pouvoir porter des très jolies robes comme je porte aujourd'hui, parce que malheureusement, on n'a plus trop d'événements, je suis bien placée pour le savoir. Donc on a envie de rêver et on a envie de se dire que bientôt on pourra reporter des robes comme les robes d'Alexis Mabille. Il faut les porter chez soi. Il faut les porter chez soi lorsque nous habitons. C'est parfait. Voilà, exactement, même pour faire la fête avec les enfants dans son salon.
Et donc, non, donc c'est ça qui est dingue, c'est que tu as commencé hyper jeune. Il y a eu Nina Ricci, mais il y a eu Dior aussi, où tu as travaillé auprès de Galliano et auprès d'Eddie Slimane, je crois, en même temps. C'est ça. Qui sont quand même deux personnalités complètement différentes. Tu as réussi à jongler entre les deux? En fait, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de stages pendant que je faisais mes études. Et ensuite, mon premier job a été chez Dior, où je suis rentré, mon premier stage chez Dior, mais qui s'est transformé en aventure, parce que je suis resté 9 ans et demi là-bas. Ah oui, j'ai eu la chance de travailler avec Galliano au studio, donc dans l'équipe créative, notamment sur les bijoux fantasy. Et quand Eddie Slimane est arrivé chez LVMH, en fait, on m'a proposé de travailler aussi avec lui. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant ce rapport d'avoir deux univers tellement différents. Complètement. Et ma vie était un peu psychotique, mais assez géniale. Le matin, être John Galliano dans ma tête, parce que finalement, c'est un travail de comédien quand on travaille dans une équipe. Bien sûr. On est là pour faire le style d'un designer, ce qui est très... c'est assez passionnant, parce qu'on apprend plein de choses, qu'on fait parfois des choses qu'on n'aime pas forcément. Mais trouver le moyen de le faire avec amusement et motivation et goût. Et de respecter l'ADN, j'imagine. C'est très intéressant, ça. Bon, déjà, une maison historique comme la maison Dior, plus quelqu'un comme John Galliano, plus quelqu'un comme Eddie, c'était, on va dire, créativement assez amusant. Donc le matin, j'étais dans la folie de la princesse Cassati, l'après-midi, minimalisme total. C'est ça, c'est vrai, c'est complètement... et c'est très formateur, et surtout, ça permet d'avoir ces idées très précises. C'est-à-dire que moi, dans mon cerveau, en fait, avec toutes ces informations, ça m'a presque clarifié la voie que j'aimais. Parce que quand on fait et l'un et l'autre, tout d'un coup, on se dit, moi, qui je suis au milieu de Qui je suis et qu'est-ce que j'aimerais faire pour ma propre collection, trouver ton propre ADN à toi, finalement. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir de chez Dior et monter ma société en 2005 maintenant. 2005 Ah oui, ça fait un moment. Et ça fait longtemps. Je suis pas si jeune que ça. Ah oui, c'est ça. Mais pardon. Donc, depuis que tu as monté ta société, donc tu es connu pour la haute couture. Tu fais aussi du prêt-à-porter, mais de luxe. Comment on appelle? On dit prêt-à-porter. En fait, j'ai commencé par le prêt-à-porter. Prêt-à-porter. En tout cas, j'ai commencé là-dessus. Mais on a eu la chance à ce moment-là, parce que j'étais finalement la seule jeune maison française qui émergeait. Parce qu'à l'époque, à Paris, en tout cas dans la Fashion Week, il n'y avait que des marques connues ou des maisons plus institutionnelles. Et à ce moment-là, en discutant avec M. Grimbach, qui était président de la fédération à l'époque, qui m'a dit, qui au début m'a pris un peu de haut, et puis gentiment, je me suis retourné en disant, mais tout de même, voilà, on veut monter une vraie maison, etc. Puis on est toujours plein de fougue quand on commence. J'ai insisté, et il m'a dit, alors ça pourrait être intéressant de vous placer dans la haute couture, même si vous faites du prêt-à-porter, pour avoir un meilleur visibilité auprès des médias, pour pas justement être noyé dans une fashion week avec des kilos de marques, etc. Et on a présenté pendant la couture, donc c'est vrai que la couture nous a toujours, même si c'était du prêt-à-porter, du coup la couture nous a toujours collé au corps, parce que la première image que les gens ont eue de nous, c'était de penser que c'était de la couture. Donc pendant quelques saisons, on a triché comme ça, on présentait du prêt-à-porter pendant la couture, et à un moment... T'as eu du bol quand même, t'étais pistonné. Et chose qui se fait beaucoup maintenant en fait. Pendant la couture, il y a même pas mal de marques qui présentent du prêt-à-porter, mais c'est du prêt-à-porter habillé, donc avec le jeu et l'idée de la couture. C'est ce que j'allais dire, parce que même la robe que je porte aujourd'hui, que vous verrez dans les stories après, c'est une robe qui est plus que prêt-à-porter, même si la haute couture ne veut pas dire que des robes longues, n'est-ce pas? Non, la haute couture, c'est une technique. C'est une technique, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est plus compliqué de petites mains ou de broderie. C'est-à-dire qu'on met toute une attention dans la fabrication du vêtement qui est déjà du sur-mesure. Qui est déjà du sur-mesure. On fait le vêtement à la mesure de la cliente. Et après, ce qui est passionnant, c'est que ce soit du tailleur ou du flou, parce qu'on appelle du tailleur ou du flou. Le tailleur, c'est tout ce qui va être plus structuré, des vestes de smoking ou des robes avec corsetées, avec de la structure. Le flou, c'est tout ce qui est mou, fluide. Donc le crêpe, la mousseline, les transparences, etc. Et en fonction, en fait, pour avoir des volumes et certains mouvements qui accompagnent la silhouette. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un porter une robe de haute couture, il y a toujours un truc un peu émotionnel qui se passe, parce qu'il y a tellement d'heures de travail pour avoir la bonne épaisseur d'ourlet, pour pas que le tissu se retienne, etc. Et lorsque tu marches, lorsqu'il y a une élégance, il y a un mouvement en plus. Parce que c'est pas fait de manière mécanique, et ce qu'on appelle le prêt-à-porter, en fait, on est dans un process plus industriel, entre guillemets. Voilà. Même si c'est, quand on est sur des robes du soir, c'est pas du vrai industriel, mais plus ou moins industriel, qui fait tout est fait à la machine, les finitions sont tout de même pas les mêmes que la haute couture, etc. Mais ça permet d'avoir aussi, sur du cocktail et du soir, d'avoir des prix plus doux pour des jeunes filles qui n'ont pas encore les moyens de porter la couture, ou pour une clientèle qui ne connaît pas la couture, qui n'a pas envie d'attendre. Ou qui a besoin aussi d'avoir plusieurs robes pour plusieurs soirées, qu'on a beaucoup aussi, plusieurs cocktails. Certaines personnes n'ont pas envie d'attendre plusieurs mois. C'est ça. Parce que la couture, c'est un process de création avec la marque. C'est-à-dire qu'on a des clientes, elles viennent nous voir. Pour faire une robe, ça prend combien de temps, justement? Il faut compter 3 mois. Ah oui, 3 mois pour faire une robe haute couture, quand même. Ouais. Parce qu'on fait le tissu spécialement coucou. Il y a plein de gens qui nous font coucou, donc on dit juste coucou à tout le monde, parce que c'est sympa quand même.
Voilà. Beaucoup de coucou là. Donc 3 mois pour faire une robe de haute couture. Voilà. Après, tout dépend de la difficulté de la robe. À peu près. Et tout dépend du fabricant avec qui on va faire les broderies, si on fait de la plume, si on fait une teinture spéciale. En fait, ce qui est génial en haute couture, c'est que on commence. Alors, il y a les collections qui sont une base comme une palette pour montrer aux gens ce qu'on sait faire. Mais parfois, on fait des choses qui n'ont rien à voir avec la collection pour une cliente. Et là, on développe un tissu, on développe une dentelle, on développe une broderie. Donc, tout est exclusif. Et il n'y aura qu'elle, en fait, elle n'aura cette robe qu'une fois dans le monde. Personne d'autre n'aura cette robe. Donc, il y a ce qui est un produit qui est d'exception, parce que c'est le même process qu'un meuble fait par un artisan d'art. C'est-à-dire que parfois, il y a jusqu'à 15 filles qui bossent pendant 2 mois sur une robe. Il y a une attention toute particulière comme ça, de faire tous ces petits points, poser des perles, coudre une plume, travailler le tissu, raser le tissu, pour avoir la chose la plus exceptionnelle. C'est ça. Donc voilà, le travail de haute couture qui est vraiment un travail de longue haleine et de patience. De patience, si. Surtout pour les filles de l'atelier. C'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte des heures et des heures passées derrière une robe. Mais tant mieux, parce que finalement, une robe, quand elle est vue, ce qui est beau, c'est l'émotion. C'est l'émotion, exactement, qu'elle dégage. De voir la fille qui la porte et de se dire, elle est sublime, sa robe est sublime, et du coup, l'ensemble est parfait. C'est la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, et toi, t'es content. On n'a pas envie de comprendre derrière. Alors, après, quand on s'approche, c'est beau de voir la broderie, de se dire, oh là là, il y a tellement de petits fils, de perles, de paillettes, etc. Mais finalement, on n'a pas envie de sentir le poids. Ce qui est important, c'est l'effet, le mouvement, le résultat, exactement. Et le feeling de la cliente. Alors, donc, bon, pour ceux qui te connaissent pas beaucoup, mais en tout cas, parce que moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui sont dans le milieu du luxe et de la mode qui me suivent, mais pour ceux quand même qui connaissent pas Alexis Mabille, raconte-nous, par exemple, un de tes plus jolis souvenirs d'un de tes défilés, je sais pas, qu'est-ce que tu as comme souvenir comme ça qui te tiennent à cœur, puisque tu en as plein, mais une ou deux petites anecdotes. On sait que tu habilles beaucoup d'Ita Vantes, tu habilles pas mal de célébrités. Lesquelles sont, on va dire, tes amis, tes égéries, tes ambassadrices c'est vrai que j'habille beaucoup de célébrités. Parce que voilà, les gens aiment bien, ça les fait rêver. Il y a énormément de red carpet. Voilà. Un peu moins en ce moment. Malheureusement, il y a certaines zones ça va revenir, ça va revenir. On fait les red carpet dans certaines zones dans le monde qui, eux, ont le droit de le faire aujourd'hui. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'on fait beaucoup de vêtements pour le spectacle. Donc, on a aussi bien habillé des Lady Gaga que Katy Perry, que Beyoncé. Ah, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry. Ah oui, c'est des jolis noms quand même, ça. Jolis noms, voilà. Bravo. Et ensuite, Dita, qui est ta grande copine. Qui est une amie, qui est devenue une amie, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà, pour qui on fait des costumes de scène aussi. Katy Perry, on lui a fait des costumes de scène aussi. Après, il y a des Marie-Agnès Gillot, qui est une Marie-Agnès, j'aime beaucoup. Moi aussi. Qui est une grande amie. Si, moi aussi, j'aime beaucoup Marie-Agnès. Ensuite, Leslie Caron, que j'ai habillée à maintes reprises, des femmes comme Carole Bouquet. C'est-à-dire qu'il y a un spectre, et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est qu'avec le temps, je me suis rendu compte que dans la typologie de vêtements que je faisais, qui sont un peu... En fait, je fais ce que j'aime. Donc, alors comment tu te définis justement, parce que moi j'ai essayé, vous verrez, donc il y aura des petites vidéos. Moi j'ai pas essayé des robes longues la haute couture, mais là je m'ai remarqué que les deux des robes que j'ai essayées sont assez cintrées au niveau de la taille, donc tu veux marquer le côté féminin, la taille, et après qui partent un petit peu comme une fleur, comme voilà, une corolle. Une colle. Donc ton ADN, c'est ça pour les robes courtes? En fait, c'est pas forcément une forme, c'est plus l'idée de coller à la féminité et de rendre hommage à la beauté du corps féminin. C'est vrai que la mode, en fait, et moi pour avoir travaillé dans pas mal de maisons avant, on peut faire ce qu'on veut, on peut s'amuser, etc. Et j'ai fait des collections plus étranges que d'autres, on va dire, dans le passé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de ne travailler qu'autour de ça, de se dire, voilà, le corps féminin, comment on le met en valeur, comment on va rendre la femme belle. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de silhouettes cintrées à la taille, avec du volume en bas, mais on fait aussi des robes fourreaux. Et tu fais des robes corsées aussi, tu as pas mal de corsets. Des corsets, etc. Où il y a tout ce travail, et surtout en haute couture, où on peut finalement retravailler le corps comme un chirurgien esthétique. Mais c'est par le tissu qui est passé là, une baleine qui va remonter la poitrine. Voilà. Sexy, mais toujours très élégant. Ah, il y a quelque chose d'important que tu m'as dit tout à l'heure en off. Tu m'as dit, il y a beaucoup de couturiers qui font malheureusement des robes que jusqu'au 38 et 40. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je veux habiller toutes les femmes très minces et les femmes rondes. Et je trouve ça super parce que tu es vachement ouvert d'esprit. Donc, tu m'as dit, moi, je fais... Même pour le prêt-à-porter, pas que la haute couture, je fais du 42, du 44. Ouais, 44 parce qu'il y a des robes, il faut que la femme, même qui a des rondeurs, pourquoi elle aurait pas le droit de porter du prêt-à-porter de luxe ou de la haute couture. Voilà, donc toi, Oui, puis c'est aussi une question de charisme. C'est vrai qu'on est dans une société où il y a une cristallisation autour d'un type de corps finalement, mais la réalité, c'est qu'il y a de tout type de corps. Voilà, donc, et c'est absolument frustrant de se dire qu'on peut pas
qu'on ne pourrait pas offrir à certaines femmes la Bien possibilité sûr. finalement de se faire des coutures. Ouais. Puis la réalité, c'est que nous, on habille de toutes les tailles et puis de tous les âges. Il y a des femmes qui ont un certain âge, quand le corps change. Hein, Bien sûr. Oui, donc, nous, on est là pour les rendre belles et pour les décomplexer sur certains détails du corps, en faisant justement des vêtements où il y a le confort, puis on peut rééquilibrer une épaule, en faisant une robe ou une veste, on va mettre la bretelle un peu différente. Ou tu mets des manches aussi, c'est ce que je vois parfois. Moi je fais beaucoup de robes à manches parce que je trouve ça chic. Voilà, c'est très chic. Voilà, donc la femme qui n'a pas forcément envie de montrer, quand on a un certain âge, on a le bras après qui tombe un peu. Non, mais surtout, je pense qu'on peut être... Alors, ça, c'est le complexe des femmes. Mais oui, parce que c'est vrai, c'est le complexe des femmes partout dans le monde et c'est ce que j'entends de mes amis mais parfois même les plus âgées. femmes qui ont des bras nickel ont toujours ces complexes. Moi, ça va encore, ça va. Voilà, heureusement. Mais non, mais j'entends souvent ça. Et c'est vrai. Même des femmes très belles avec des très belles jambes, des très beaux corps, très belles silhouettes de 50, 55 ans, des amis. Et elles me disent, non, mais moi, je veux pas, même pas en rêve, je veux pas la petite bretelle, il me faut des petites manches, des trucs, je complexe sur les bras. C'est vrai, hein, ce que tu dis. Non, c'est vrai qu'il y a... C'est un complexe universel. C'est un complexe universel sur cette zone du corps. Ouais. Mais moi, j'aime, de toute façon, les manches, j'aime les robes fermées jusqu'en haut. Je trouve que parfois, ça peut être tellement plus sexy. Ah, bah, bien sûr, t'es pas obligé d'être à poil tout le temps pour être sexy. Être sexy, c'est une attitude, on est d'accord. C'est comment le tissu colle à la peau, comment on va évoluer avec, etc. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, c'est sûr qu'une robe où elle est toute transparente, elle est forcément d'office sexy. Oui, ça, c'est sûr. Mais c'est pas forcément le good match avec la bonne personne. Exactement. Et moi, j'adore faire ce travail, justement, d'élégance, d'essayer toujours de comprendre la personnalité de la fille qui va venir s'habiller chez nous, pour lui faire quelque chose qui lui correspond, qu'elle ne soit pas déguisée quand elle va porter une robe. Complètement, c'est le mot. Comme souvent, malheureusement, ça c'est une phrase que j'ai souvent entendue de ma maman, qui est un ancien mannequin et qui m'a dit, souvent tu as beaucoup de mariées qui sont déguisées. Et c'est des filles sublissimes et rien, elles pourraient être naturelles, un tout petit peu maquillée avec une robe magnifique, voilà, et toujours il y en a trop. Il y a trop de maquillage, trop de foufou dans les cheveux, trop de foufou dans la robe, c'est vrai ce que tu dis. Mais après, c'est aussi culturel suivant certains pays. Ouais. Et puis nous, en France, on a cet amour de la légèreté dans le maquillage, de pas trop en faire aussi. Ouais, on est naturel, on est assez naturel. Les Françaises sont beaucoup plus naturelles dans leur approche de s'habiller pour le mariage, etc. D'ailleurs, moi, souvent, je conseille aux mariés de se maquiller elles-mêmes. C'est vrai, c'est souvent mieux réussi pour avoir un teint parce qu'on se connaît et tout, et pas forcément avoir un placard de maquillage. Ah, c'est horrible. Je trouve parfois on tue la fraîcheur de la personne. C'est ça. Alors montre-nous quelques robes qui sont derrière nous et après tu vas nous parler un petit peu quand même aussi de ton activité de décorateur. Alors ça par exemple c'est vraiment le genre de choses qu'en couture, vous voyez là, où en fait c'est un velours mousseline, donc c'est un velours mais très léger. Et ensuite qui est entièrement rebrodé de cantilles de bronze, de paillettes qui sont en métal elles-mêmes et de pierres en cristal. Voilà. Donc si on voit, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Ouais, on voit que ça brille, c'est beau. Ça c'est un travail de fou en fait qui à la base est un travail d'ameublement du XVIIIe siècle qu'on a fait refaire comme ça. Et en fait ce qui est fascinant en couture c'est que certes c'est brodé mais vous ne verrez aucune couture. Si vous faites attention, il n'y a aucune couture. C'est-à-dire qu'après à l'atelier, nous une fois que les broderies sont faites, on coud la robe, et il y a une fille qui va rebroder pour refaire tous les motifs, pour cacher toutes les coutures. Donc on se retrouve avec 0 couture de partout. C'est magnifique. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans la dentelle aussi, pour avoir cette impression de moulage autour du corps. Et ça, c'est des détails magiques qu'on ne ressent pas forcément, mais par contre, c'est incroyable. On a fait une robe en paillettes. Alors c'est lourd, hein, c'est lourd. Je l'ai pesé, c'est vraiment du vrai travail de broderie, c'est très lourd. Il y a du métal. Voilà. Dessus. Alors, ça, c'est une petite robe près du corps avec un nœud entièrement, alors qui a un no-code, le nœud, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire mes premières collections, quand j'ai fait mes premières collections, je faisais du mixte. Ouais, je me souviens. C'était que des pantalons mixtes et tout ça, et le nœud papillon est venu comme pour s'amuser, et puis il a pris une proportion de folie. Ouais, c'est ton ADN. ADN. C'est pour ça que dans toutes les collections, il y a toujours un nœud qui se bat quelque part. Voilà, dont la petite robe noire que j'essaie, qu'on mettra aussi tout à l'heure, qui avait un gros nœud. Moi j'adore les nœuds, je trouve ça très chic. Là, la couleur est très vibrante. Ouais, c'est un très très beau violet. Très chic. C'est des robes toutes simples. Donc ça c'est de la haute couture. C'est de la haute couture. Là on est dans le salon couture. On est vraiment au salon de couture. Voilà. Et moi ce que je porte en revanche c'est du prêt-à-porter. C'est ça. Là par exemple c'est tout un travail de corsetterie. On fait beaucoup de corsetterie, lingerie pour mettre sous les robes. Où là on est sur des sublimes dentelles. Ah, c'est magnifique. Tout est gainé en soie à l'intérieur, donc très confort. Et même la doublure en tulle, c'est un tulle point d'esprit. Donc il y a toujours cette idée de pousser le détail, vraiment. Ah, c'est très pour très que beau. Même les choses qu'on voit pas dans une robe couture, en fait il y a plein de détails. La doublure peut être d'une couleur, ou là je vais vous montrer une jupe. Ça c'est sexy, hein.
la jupe, là par exemple, qui est entièrement doublée. La jupe où il faut faire 1m80 et avoir des jambes de, je sais pas, Pas du tout. 1m30 de long, c'est pas du tout pour moi ça. Ah ouais, Et c'est par exemple, magnifique. qui est tout en soie jacquard à l'intérieur. Très très beau, quel travail, mon Dieu. Donc c'est ça qui est amusant finalement, c'est de... Ah oui, et puis il y a comme un... Pareil, quand tu marches, dedans, c'est-à-dire que... en fait, on met des constructions. Tu as mis des avec constructions du un tulle, petit peu des dures crins, pour que la robe tombe toujours nickel. tombe toujours nickel, En exactement. fait, une robe de couture, quand on la porte, elle se positionne autour du corps naturellement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de retirer à droite à gauche. Là, par exemple, on est sur un petit top en jersey. Un jersey de soie. Qu'est-ce que c'est joli. Il est entièrement brodé. C'est comme un petit pull couture. C'est magnifique, mais même ça avec un jean. Ah, complètement. Même ça avec Et un après, jean. la réalité, c'est que la couture, nous, on a plein de clientes qui ont des pièces couture, elles les portent pas forcément le soir. Ah ouais, On fait aussi des costumes en laine, en avec un lainage. style. J'ai des clientes pour qui on fait des chemises en soie. Donc en fait, il n'y a pas forcément... le mot haute couture parfois est intimidant. Ouais, Mais la réalité, c'est qu'on fait aussi beaucoup de haute couture pour des femmes qui les portent de jour. Hein. bien sûr. Donc Bien c'est pas, il ne faut pas rester bloqué. Alors c'est vrai qu'en défilé, on présente des robes du soir, ça fait rêver tout le monde. Bien sûr. Mais je peux faire une robe de haute couture en coton. Tu vois. D'accord. C'est là où tout est vraiment... Mais il y aura possible. quand même un travail de je ne sais pas combien d'heures Oui, de petites plus, mains. les petites dentelles à l'intérieur. Voilà, c'est ça, les tout petits détails. voilà. Et alors, donc bon, après on fera des petites vidéos qu'on montrera parce que là, évidemment, en dive c'est compliqué. Mais voilà. Alors ce que je voulais, parce qu'il y a tellement de pièces autour de moi, en fait, et il y en a devant, derrière, mais ça on va les montrer plus Je peux tard. t'en montrer d'autres. Hein, si Alors, tu veux, mais- tu peux montrer peut-être une robe de haute couture plutôt, je sais pas, vas-y. En dentelle ou en... voilà, je peux te Ouais, moi la dentelle c'est tellement intéressant, toujours aussi, je C'est trouve. intéressant, puis après je vais vous montrer la dentelle. Ah oui, ça c'est magnifique aussi, mon Dieu. Là, on est sur une robe en crêpe. Oh là 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 là, quel Et tout travail. les, Épaulé, tout- j'adore. légèrement épaulé, voilà. Et tout le travail de broderie de quintille. Magnifique. Ça, tu dois avoir une silhouette avec ça, c'est magnifique. Ouais, puis c'est une robe très fluide, qui est fendue devant. Ouais, toute fendue. Ah, c'est très très chic. Très beau. Montre-nous une dentelle alors. Moi, je suis fan de dentelle. J'adore, je trouve ça très élégant aussi. Voilà, C'est une robe de mariée ou quoi? Non, non, c'est pas... c'est une robe blanche. Moi, je fais plein de robes blanches, on n'a pas besoin d'être... Non, t'as raison. Voilà. Alors là, par exemple, c'est tout un travail de dentelle incrustée. Donc pareil, Oh là là. aucune couture visible. C'est somptueux. Et c'est tout rebrodé avec un petit cordonnet. Alors, je suis pas sûr qu'on voit l'image en live, mais avec des petits cordonnets pour donner de la 3D. Et dessus, Oh, ça, j'adore. un petit chemisier en point d'esprit, mais Ouais. pareil, toutes les petites finitions. Les boutons, les manches, chiquissimes, on adore. Et le tulle noir avec le tulle blanc, c'est super joli. Alors, c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'il faut... en fait, le problème des robes de haute couture, ou robes de prêt-à-porter de luxe, c'est que tu n'as pas intérêt à être célibataire pour la mettre. Parce qu'il te faut toujours quand même quelqu'un qui t'aide à mettre... Après une copine, Voilà, ou une copine. Mais le corset, entre le corset et tous les petits boutons, les c'est petites... vrai que là, on voit, tu vois, on voit tout ce travail. Voilà, Alexis, par exemple, m'a habillée. Je ne pouvais pas mettre la robe toute seule parce qu'il y a plein de petites On choses. voit tout ce travail de C'est magnifique. Bah voilà, c'est ça que je disais. le corset à Double l'intérieur des corset, robes. double, comment dirais-je, fermeture En éclair. fait, ça, c'est les réglages. C'est impossible de pour mettre pouvoir, tout ça. pour pouvoir le régler, etc. Ah ouais, C'est impossible. possible, mais c'est galère. Ah, ouais. Mais bon, après, Enfin, suivant en le- même temps, quand tu mets ce genre de robe, t'es pas supposé être toute seule. C'est ça, pas toute seule. Et en général, les hommes n'aiment pas habiller ce genre de robe. Parce Ah non, et les, ennuie, et donc les il- déshabiller encore donc plus. il vaut mieux avoir Hein une copine ou quelqu'un qui Et peut les aider à la déshabiller, maison. et les déshabiller, ils te détestent, non? Ah, déshabiller, c'est facile. Quand ils les suffit déshabillent, de ils faire un disent lacet. sympa Alexis. Ah, ça va Il alors. suffit de tirer sur le lacet et tout se décroche, tout va Ça bien. va alors. Alors, bon, en fait, Alexis, on peut rester des heures avec lui parce qu'il a plein de trucs à nous raconter. Mais aussi, dis-nous un petit peu, parle-nous un petit peu de ton autre facette, c'est-à-dire La le décoration. décorateur. Parce que quand même, maintenant, tu t'es fait un nom sérieux dans la décoration. Et moi, c'est comme ça, la dernière fois que j'ai entendu parler de toi à un dîner, tu le sais très bien, on était ensemble, où on m'a dit, tiens, ils viennent faire notre restaurant. Je dis, ah bon, Alexis Mabille, il a fait votre restaurant à des amis. Et je ne savais pas que tu étais En décorateur. fait, j'ai commencé à faire des projets de manière naturelle pour des clientes il y a quelques années. Et puis moi, la déco, personnellement, c'est quelque chose qui me passionne. Je me suis toujours fait des appartements pas trop mal. Oui, qu'on a vu, ça Voilà. c'est vrai. Tes appartements étaient sources dans les comment dire, dans la presse de déco, les AD, les LDéco et tout ça, oui, c'est vrai. Exactement. Et puis j'ai commencé à collectionner aussi. Et naturellement, en plus dans la famille, j'ai tout de même pas mal d'archis et de décorateurs dans les générations passées. Je suis très connecté avec plein de copains archis du moment.
Et en fait, tout le monde m'a un peu poussé à faire ça. Ah oui, donc ils n'ont pas eu peur que tu leur piques leur job, pas du tout. Bon non, quand on est amis... Ah bah je suis d'accord, mais bon, parfois ils se disent, merde, le mec il est tellement doué dans les robes, si en plus il nous pique le... Non, ils étaient contents pour toi. Après, j'ai un style assez singulier qui correspond aussi à ce que je fais, c'est vrai. etc. Avec cette idée que ce soit assez... j'aime mélanger les époques, donc on peut être dans quelque chose de très architecturé, mais il y aura toujours un objet du passé qui va revenir, ou twisté avec une tapisserie 50, etc. Donc en fait, je le fais comme je fais une collection de couture, de manière hyper égoïste et très personnelle. Je me mets devant la page blanche, j'y vais, j'attaque. Bon, alors, bien évidemment, après, on a des concepts avec les clients qu'on veut développer, etc. Mais il y a toujours cette idée de bien se sentir, de confort. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'arriver dans un appartement ou un lieu où on ne se sent pas à l'aise, où on est complètement froid. Il faut quand même qu'il y ait Ah oui, je montre les bijoux, Alexis. Il faut quand même qu'il y ait ton ADN toujours qu'on retrouve. Ouais, de confort. Moi, j'aime toujours cette idée d'élégance dans la proportion. Donc, c'est vrai que je suis inspiré de plein de choses qui sont dans les arts décoratifs, parfois anciennes, que je twiste justement. Et de cette idée de confort, de pouvoir se vautrer, de s'amuser, parce que finalement on peut avoir un très bel appartement, mais ce qui est cool c'est aussi de se jeter sur le canapé, de faire la fête. Il faut que ce soit pas un canapé dur comme du bois. Il faut qu'on puisse vivre. Bien sûr. Même si un lieu est très beau et élégant, il faut pouvoir à la limite danser sur les tables et rigoler et boire trop et manger trop. Voilà, et ça fait partie. Et je pense que ce que je veux développer, c'est surtout du lifestyle. Et je trouve ça intéressant que la mode ne reste pas que un mode d'expression unique chez moi. Donc je fais plein de projets à droite à gauche et tout d'un coup, la déco, c'est devenu quelque chose qui a un bon répondant, on va dire, avec la mode, qui est une autre approche des choses aussi. Parce que finalement, on fait d'autres tissus, mais qui sont issus d'ameublement, on les travaille d'une autre manière, etc. On fabrique des formes aussi, parce que faire un canapé ou un fauteuil, finalement, c'est comme développer une robe. C'est-à-dire tu fabriques aussi les meubles. Tu fais pas que la déco, tu utilises... Je dessine des meubles, je fais des meubles, etc. Et d'ailleurs, il y a des projets qui vont arriver... Alors, les projets, tu n'as pas le droit d'en parler, je sais, on en a. Mais donne-nous quelques noms de restaurants que les gens peuvent connaître. J'ai fait le Froufrou, qui était au Café Barcette. Exactement. Le Bœuf sur le toit, qui n'a toujours pas, qui ouvrira en septembre, voilà. Qui était un des gros projets il y a 2 ans maintenant. Moi, j'ai vu le dossier de presse parce qu'on me l'a envoyé. C'est très, très joli. Alors déjà, c'est un lieu mythique, donc c'est toujours assez excitant de travailler sur la rénovation et la remise en lumière d'un lieu qui était un lieu où tous les artistes européens traînaient. En fait, le Bœuf sur le toit, c'était extraordinaire. C'était aussi bien Cocteau que Picabia. Bien sûr, c'était une institution, comme on dit, un lieu de rendez-vous. Bien sûr. Picasso, ils étaient tous là-bas, ils s'amusaient beaucoup, etc. Donc redonner ce peps de vie à un lieu, c'est un gros travail entre la lumière, les tissus, la chaleur justement, la circulation pour que tout soit... Il y a une histoire, derrière. Oui, et puis lui rendre hommage. Et lui rendre hommage, exactement. Et ensuite, la Maison de la Truffe. Le restaurant de nos amis, Anouchka prochaine. Et Ramon. Et puis d'autres dont je ne peux pas parler pour l'instant, mais qui sont très excitants. Et tu travailles pour le MoMA Group aussi, voilà, parce qu'on on salue le MoMA Group qu'on aime beaucoup. Et voilà, donc ça c'est super sympa. Nous, tu arrives à jongler quand même, dis donc, avec... oui, mais après c'est un équilibre finalement. Comme créativement, moi j'ai la chance de faire un métier qui est une passion. Donc quand on fait un métier qui est une passion, finalement c'est plus un métier. Bien sûr, tu t'éclates. Ouais. Donc s'il faut bosser tous les dimanches de la semaine, je m'en fous. Exactement. C'est-à-dire que c'est dessiner un canapé, choisir des tissus, c'est tout de même très, très exaltant. Et puis surtout quand c'est des beaux projets où j'ai souvent des cartes blanches. Donc je peux pas dire que j'arrive avec des clients difficiles. C'est en fait tous les gens qui m'ont fait confiance, en tout cas pour les restaurants, m'ont toujours laissé un champ très ouvert pour voir comment j'interprétais. Après c'est une discussion, c'est logique. Parce qu'on a envie. C'est un échange, bien sûr. Il faut respecter aussi le choix du client, mais s'il vient à toi, c'est qu'il veut ton... moi pour une certaine identité, etc. Exactement. Donc forcément, c'est excitant. Et puis à partir de septembre, je lance aussi des meubles. Donc, oh là là, il s'arrête jamais en fait. Des meubles sur mesure, c'est le même principe que la haute couture. Donc là, c'est de l'artisanat d'art dont tu entendras parler. Donc peut-être qu'un jour, tu vas exposer dans le salon où je m'occupe des RP, c'est-à-dire le PAD, qui est un des plus grands salons d'art et design. Et on devait le faire avant que... bah oui, là, on a eu des petits soucis, ce qui avant que s'appelle tout Covid. Ce désordre arrive. On a eu un petit souci, mais on fait pas de Londres qui est confirmé le 11 octobre, je peux le dire officiellement, car mon client et ami Patrick Perrin m'a confirmé que le 11 octobre, nous étions tous... je t'invite d'ailleurs à venir nous voir à Londres et voir les meubles qui vont être magnifiques et c'est attendu comme le Messie. Voilà, donc peut-être... Après tout ça, je pense que tout le monde sera tellement content de retrouver les foires et de revoir plein de jolies choses. C'est assez frustrant parce que finalement, pendant presque... Là, il y a eu un grand vide où alors après,
nous, on a la chance d'avoir accès à certaines choses parce qu'on nous envoie de la documentation et puis on a des visites privées de temps en temps, Exactement. etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus dans les musées, qui ne voient plus les expos, les salons n'ont pas existé. Donc il y a une frustration quand on a eu cette habitude d'être nourri de plein de choses culturelles qui font aussi la vie d'une ville comme ici, quoi. Exactement. Bon, et ben je pense qu'on s'est tout dit. Enfin, on s'est pas tout dit parce qu'on pourrait parler encore des heures. Non, on s'est pas tout dit, c'est pas vrai. Mais bon, il y a des choses qu'on peut pas raconter. Voilà. Ah non, il y a des choses qui sont en privé. Mais en tout cas, voilà, moi je voulais que vous rencontriez. Je voulais Alexis Mabille, qui est voilà un designer, enfin plus que designer maintenant, comme vous l'avez compris, qui est un homme extraordinaire avec plein de choses, plein de passions, et il voulait partager un peu avec vous comme ça, furtivement, ses passions et ton travail. Parce que même si c'est des passions, c'est quand même ton travail. C'est un tout. Voilà. C'est moi. Donc on peut te souhaiter bonne chance pour tes meubles déjà, pour la sortie des meubles et pour tes futurs projets de restaurant. Et on croise les doigts surtout pour tous les designers dans la mode et tout. Je sais pas, il y a Tamara qui est morte de rire. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise? Je sais pas. Tamara Marié qui te salue. Et du coup... Depuis longtemps d'ailleurs. Bah je sais, elle me l'a dit, elle m'a dit t'embrasses fort Alexis pour moi, tu vois, voilà. Et donc, donc on te souhaite plein de bonnes choses et surtout que tous les designers puissent bientôt redéfiler. Parce que ça nous, ok, les musées, tout ça, évidemment, tout nous manque, mais aussi les défilés, quoi. Oui, l'ambiance des défilés. Surtout se rencontrer aussi. Les événements, après les défilés que je fais habituellement. Le fait de se retrouver et d'échanger, bien sûr. C'est la chose qui était la plus bizarre finalement, parce qu'on a fait du virtuel. Quelque part, c'était très intéressant créativement, parce qu'on a développé des choses qu'on n'aurait pas fait de la même manière avant. Mais cette proximité, c'est pas un Zoom ou un e-meeting, etc. qui changera. Cette proximité qu'on a quand on a les gens en face et de voir leurs réactions et leurs émotions, parce que finalement dans les défilés, on en parle, les échanges. On voit, parfois moi il m'arrive d'avoir des clients qui, quand elles voient passer un modèle, ont la larme à l'œil. Et c'est là où on se dit, c'est génial parce qu'on a réussi à créer quelque chose. Et ça, à travers une vidéo, bon, c'est un résultat devant l'image. Il est bravo, l'ambiance. Et puis le petit drink après le défilé, où c'est un grand désordre, mais c'est sympa. Avec les mannequins qui restent, les journalistes qui restent aussi. Et tout ça, tout le monde échange et est content de se voir. C'est une ambiance qui est extraordinaire. Moi, j'adore aussi. Même, elle est très courte. C'est très court, parce que c'est très un défilé, c'est entre 8 et 12 minutes. Voilà, et même, tout est court, mais c'est tellement intense. Et comme tu dis, et on comprend que c'est aussi des mois et des mois de travail pour toi, pour les designers. Et c'est pour ça que, voilà, c'est un moment de bonheur. Alors, à bientôt. On vous quitte, parce que sinon, on est là jusqu'à pas... Je dis au revoir, parce que moi, je suis pas à bientôt sur ton live. Mais... Ouais, exactement. Sauf si je reviens. J'espère. Voilà. Tu viendras pour les meubles, tiens. Tu viendras